Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes lundi, mardi, mercredi, jeudi, peut-être vendredi. Il est 18h et oui, nous avons du retard pour nous retrouver dans notre émission désormais culte, l'Instant Culte. Avec moi, comme depuis quelques temps maintenant, mon cher Chris. Comment ça va, Chris ? Ça va très bien, bonsoir tout le monde. Ça va bien, ça va bien. Bah écoute, je te remercie de me demander si moi je vais bien aussi. Je vais très bien. Et j'ai envie de dire aussi également pour sa deuxième, comment ça va, Flo ? Salut, ça va super bien. Super, je suis content que tout le monde aille bien mais que personne ne se préoccupe de mon état à moi. Je vous propose de commencer sans plus attendre l'émission, l'Instant Culte, et je vous laisse découvrir aujourd'hui de quoi nous allons parler. Sans que je sache pourquoi, quand j'ai ouvert cette porte et que je vous ai vu... Une puissante impression de déjà-vu m'a transpercé jusqu'aux os. C'est ça. La musique que j'ai entendue en rêve. Je viens de la rencontrer, et pourtant, je suis tombé amoureux de Louise Arel. Notre vie n'est pas la nôtre. Nous sommes liés aux autres, dans le passé, le présent et l'avenir. Je suis persuadé qu'un autre monde nous attend. Un monde meilleur. Et c'est là-bas que je t'attendrai. Cloud Atlas, un film de 2013 des réalisateurs Lana et Lily Wachowski et de Tom Tykwer. Chris, est-ce que je peux te laisser le pitch ? Ouais, on pourrait penser que c'est un cadeau empoisonné, tant le pitch est difficile. Ouais, je te l'avoue, mais je viendrai à ton secours si jamais je vois que tu te perds dans les méandres de la mer Solitude. Je vais faire simple. On suit l'histoire sur plusieurs centaines d'années de personnages qui reviennent à la vie et dont les actions ont une influence sur le futur. Alors c'est un pitch effectivement d'une simplicité hors norme, mais qui résume à peu près bien, j'ai envie de dire, ce film Cloud Atlas, à l'exception près que je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le côté du retour à la vie. Alors c'est bien que tu dis ça parce que c'est vrai que le côté résurrection, ça mérite débat et je pense qu'on va en parler. Exactement, c'est une théorie autour de ce film et on va pouvoir débattre de cela. Mais d'abord, j'aimerais savoir ce que Flo a pensé de ce film, car je crois que c'est un film que tu n'avais jamais vu. Voilà, tout à fait. C'est un film que je viens de découvrir hier soir, pour être honnête. Très bien. Donc voilà, tu as pris plus de 2h30 de ton temps pour pouvoir préparer cette émission. Oui, c'est un film du coup qui dure quasi 3 heures, ouais. Qui a la chance d'être très très bien monté, et ce qui fait la force du film, parce que déjà le temps on le voit pas passer, donc c'est un film très long. Et le montage a une importance vraiment cruciale, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aimé le film, parce que il y a des histoires dans tous les sens qui ne font qu'une histoire, et ces histoires qui ne font qu'un, en fait, elle est aidée parce qu'il y a un montage qui est vraiment très très bon, qui est très bien pensé, qui est intelligent, et qui fait que chaque scène se complète en fait. Dès que on entame une discussion, une action, et la scène d'après, qui sera centrée sur un autre personnage, sera en lien avec la scène d'avant. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça fabuleux. Ouais, je suis d'accord avec toi, hein. C'est vraiment une des forces de ce film, donc de se dérouler, un film qui se déroule sur 5 siècles, et même je crois que des entretiens, en tout cas des réalisateurs, portaient en tout cas à faire comprendre que le film ne se déroulait même pas forcément dans le même univers, c'est-à-dire que ça pouvait être sur une planète complètement différente de la planète Terre, en tout cas aujourd'hui. Ouais, moi j'appuie sur le montage, j'appuie sur ce que tu viens de dire, Florent. C'est que c'est vrai, tu as dit un montage intelligent, et c'est bien le cas. C'est-à-dire qu'on passe d'une histoire à une autre, qui ne se passe pas forcément ni dans le même univers, ni dans le même temps, et pas avec les mêmes personnages, et parfois pour des scènes de 1, 2, 3 secondes, et tu ne perds pas l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un labyrinthe. Tu n'es jamais perdu dans le film. Oui, parce qu'il y a un fil directeur aussi qui est très intelligent. Bon, déjà, ça parle de plusieurs thèmes, dont l'oppression, la prédation, l'héritage aussi qu'il y a à travers l'art notamment. Et de ce fil conducteur, moi, j'ai l'impression que c'est plus la symphonie Cloud Atlas, d'où le nom du film. Exactement. Alors, c'est un film qui est tiré d'un livre, hein.
Voilà, déjà c'est un film qui est tiré d'une adaptation d'un roman de David Mitchell, voilà, je l'ai noté. Exactement, tout à fait. Et donc ouais, Cloud Atlas, en fait, c'est une symphonie qui est à l'initiative d'un personnage, donc Frobisher, si je dis pas de bêtises, qui est musicien. C'est ça. Et donc en fait, j'ai l'impression que le fil rouge, c'est cette symphonie et que à travers cette symphonie, les personnages vivent. Alors, le fil rouge, je suis d'accord, c'est la symphonie. C'est aussi le sujet de la réincarnation qu'on a abordé un peu, en tout cas en préambule. Et donc, qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça, Chris? Oui, je disais que les personnages se réincarnaient parce que bon, ils ont la même enveloppe corporelle, on va dire, même si le genre parfois fluctue. C'est le même. Il y a l'histoire du tatouage Il y a aussi. l'histoire du tatouage, enfin de la marque de naissance plutôt, qui ressemble à une galaxie, qui ressemble d'ailleurs furieusement au dernier plan du film. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué Oui, ça. oui, oui. Ouais, je suis d'accord. La comète. Ouais, exactement, ouais. Bon, bref, tout ça pour dire que c'est, encore une fois, c'est un film super intelligent dans le montage, dans ce qu'il raconte. Et oui, et je disais, est-ce qu'il y a vraiment une réincarnation? Tu pourrais te penser, hein, parce que, tu vois, par exemple, le personnage de Alberi qui entend cette mélodie, enfin, cette symphonie chez un disquaire, et qui se dit, mais je la connais déjà, je l'ai déjà entendue. Et pourquoi? Parce que son personnage, des décennies avant, avait entendu la création de la symphonie. Tu expliques ça comment? Par une réincarnation et par le fait que les âmes se nourrissent de ce qu'elles ont vécu antérieurement. Et que quelque part, toujours, on a quelque chose qui est ancré dans notre âme et qui reste indélébile, en tout cas, à travers le temps, les époques et tout ça, quoi. Oui, c'est la théorie de Carl Jung, le psychanalyste, qui dit que toute l'histoire de l'humanité est enfermée dans notre ADN et qu'on peut y accéder, quoi. Bon, après là, on vire un petit peu mystique. Je vais me taire, mais c'est un petit peu cette théorie. Après, on vire mystique, mais ça reste un film qui souligne aussi la part mystique qu'il y a à travers tout l'univers. Moi, je vais rebondir aussi sur ce qu'avait dit Flo quand il parlait un peu des thèmes un peu centraux du film et notamment sur l'oppression. Alors moi, plutôt qu'un film centré sur l'oppression, je parlerais plutôt d'un film centré autour des révoltes des personnages, parce qu'à travers les 6 récits qu'il peut y avoir, voilà, c'est effectivement il y a une oppression, mais le thème plus central, c'est plutôt la révolte des protagonistes. Et donc l'émancipation des personnages qui cherchent finalement à atteindre la liberté. Exactement. Et qui à travers leur périple vont donner aussi une part d'histoire à la génération, aux générations futures. Il y a une phrase que je trouve vraiment belle. Au bout d'un moment, il dit qu'est-ce qu'un océan si ce n'est une multitude de gouttes? Peu importe la taille de la pièce, au final, le puzzle sera complété. Exactement, tout à fait. Bon, tout ça pour dire, hein, on débat autour de ce film, mais voilà, c'est un film qui peut être quand même perçu comme un film assez compliqué. Vous n'avez pas un film où vous avez une histoire qui commence à un endroit, qui finit à un autre, avec plein de péripéties au milieu. Non, c'est plein de petits récits qui s'entremêlent. Moi, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu aussi également sur le casting, parce qu'on a vraiment un casting hors du commun, hein. Tom Hanks, Halle Berry, Jim Broadbent, et surtout Hugo Weaving, donc la grosse tête star en tout cas des films des frères et sœurs entre guillemets Wachowski. Qu'est-ce que vous avez pensé vous de ce casting? Comment est-ce que vous avez trouvé les prestations des acteurs? Les acteurs jouent 6 rôles au maximum, si je dis pas de bêtises. Bon, ça peut porter à confusion parce que un acteur joue plusieurs personnages. Ça demande aussi à l'acteur de s'adapter énormément et j'ai trouvé que chacun a rempli sa mission. Yes, et toi Chris? Mais je ne peux pas dire mieux que ce que vient de dire Florent. Et moi, je vais mettre plus en lumière Hugo Weaving et son personnage. Donc, il joue le méchant dans toutes les époques, jusqu'à la dernière époque où tu sens qu'il vacille, quoi. Que c'est le seul personnage. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais c'est le seul personnage qui n'a pas d'affect, qui n'a pas d'histoire d'amour, de décennie à décennie, d'histoire en histoire, quoi, d'époque en époque. Ouais, et on sent que son périple à travers ces siècles l'a épuisé, éreinté, et qu'il est vraiment arrivé au bout de son chemin. Et je trouve ça beau parce que le film, c'est juste ça, hein, c'est une histoire d'amour et ça dit qu'avec l'amour on grandit et ça ouvre le cœur et l'esprit, quoi. C'est ça le message du film, je pense. Non, c'est vraiment un beau message. Et moi, ce que j'aime vraiment dans ce genre de film, donc pour donner encore plus envie, en tout cas, aux auditeurs d'aller regarder ce film si vous ne l'avez pas vu, Cloud Atlas, c'est vraiment les liens qui se font à travers toutes les histoires par un objet qui permet à chaque protagoniste au moment T d'apprendre un peu l'histoire du protagoniste précédent.
lors du récit précédent, il y a je crois un journal de bord qui est écrit et qui après est retrouvé et lu dans le second récit. On va avoir une correspondance également épistolaire. Tu parlais aussi de tout à l'heure de la musique entendue à travers le son par Olbery. Ouais, c'est une question d'héritage finalement, hein, et une question d'héritage par l'amour. Donc par l'amour Ouais. pour l'art, par l'amour pour, une personne. Tu as tout à fait raison. Ce que tu viens de dire, c'est fort en fait. C'est exactement ça. C'est l'héritage de l'amour et de l'art. Bravo. Et d'ailleurs, pour rebondir encore sur cette, question d'héritage, il y a un truc que j'ai trouvé super intelligent, c'est cette espèce d'image de la porte qui s'ouvre quand une personne meurt, quand une personne s'apprête à mourir. En fait, même dans le montage, tu as une scène où une personne va mourir ou est prête à mourir et juste après, on a une scène où quelqu'un ouvre une porte et après il y a, alors il y a un discours, je sais plus quel personnage, mais parle de ça, qui parle de cette image de la porte et ça, j'ai trouvé ça super fort. Ouais, mais c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ce film est un chef-d'œuvre. Il y a pas à épiloguer quoi. C'est génial. Oui. Vous l'aurez compris, nous vous recommandons ce film et effectivement, il a sa place dans l'instant culte car bon, je vais poser la question, mais pensez-vous que ce film est un film culte? Ah oui, et c'est un chef-d'œuvre. Il a les deux. Qualificatif. Il a les deux. Et toi, Flo? Ben, pour ma part, l'ayant vu, très récemment, je pense que oui. Ouais, moi je suis exactement d'accord avec vous. Ce film est un film culte qu'il faut voir, qu'il faut avoir vu, qu'il faut revoir de temps en temps, lorsque la vie nous en laisse le temps. Et j'aimerais qu'on se penche sur ce succès non rencontré, en tout cas au box-office, et même par rapport à certaines critiques. Chris, c'est ton moment. Ouais, effectivement, le film a été un échec public, hein, et c'est horrible, je trouve. Alors horrible, le mot est fort, mais ouais, ça fait mal en fait. Quand tu vois le film, j'ai été voir le film au cinéma moi, et j'en suis sorti bouleversé. Je l'ai revu très, très récemment pour préparer l'émission, et j'ai eu les mêmes sensations. Et voilà, savoir qu'il n'a pas trouvé son public en salle, c'est un rendez-vous hein, maintenant dans l'instant culte. Je vais vous lire la critique des Cahiers du cinéma. Cloud Atlas révèle sur le tard sa nature bouffie de film à sketch qui, considérés indépendamment, s'avèrent tous au mieux médiocres, sinon carrément idiots. Ouais, c'est choquant parce qu'on a l'impression que ces gens-là ne voient pas les mêmes films que nous. Après, bon, faut savoir que les Cahiers du cinéma, on le dit, on le redit, mais si c'est pas du film d'auteur, de toute façon, ils vont dans tous les cas assassiner critiquement, je sais pas si ça se dit, mais vous m'aurez compris, le film en question. Et là encore plus au niveau d'une industrie énorme hollywoodienne. Au niveau des spectateurs, Chris, est-ce que tu as des choses à nous apprendre? Comment est-ce qu'a été reçu, perçu le film Cloud Atlas? Si on regarde les sites qui notent des films, donc Allociné, IMDb pour la partie américaine, etc., on voit que le film a été un peu plus apprécié par le public que par la critique. Mais surtout, il a acquis au fil des années un vrai statut de film culte, et ça atténue un petit peu la peine que j'ai mentionnée tout à l'heure en disant que c'est dommage qu'il ait pas eu de succès au jour de sa sortie. Et surtout que j'ai vu qu'apparemment c'était un des films qui a coûté le plus cher pour un film indépendant. Exactement, c'est un film qui a coûté extrêmement cher hein, et qui a été très compliqué également, je crois aussi à mettre en place, à tourner. Il y a eu 2 tournages en fait. Voilà, il y a eu 2 tournages et ça explique un peu aussi cet échec semi-annoncé avant même sa sortie. Ouais, c'est surtout un film qui a mis un petit frein à Alberi pour sa carrière. Elle a malheureusement avec ce film, elle a entamé une série d'échecs quoi. Ça l'a un peu éloigné. Je vous propose qu'on passe tout de suite et qu'on joue un peu ensemble autour de ce magnifique film et de ce chef-d'œuvre. Je reprends tes mots, Chris. Il est temps de se poser quelques questions. Et c'est Chris qui va commencer, tiens. Qu'est-ce que tu as à nous apprendre ou à nous demander, mon cher Chris? Ouais, j'ai une question pour vous. Tom Hanks a dit que c'était l'un de ses 3 films préférés, justement, Cloud Atlas. Je vais vous demander quels sont les 2 autres. Dans lequel il a joué? Ouais. Seul au monde, je dirais déjà. Bravo, tout à fait, oui. Bien vu. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? L'autre, c'est un film d'action, plutôt une comédie? C'est de la science-fiction familiale. Ah bah j'aurais pas. La science-fiction familiale, c'est Big. Non, c'est de la science-fiction familiale et c'est passé sur Apple TV et 2021, c'est la date de sortie du film. Donc il était en promo, donc le 3e film qu'il cite, c'est plutôt pour faire la promo, je soupçonne. Hein. D'accord, ok. Et non, je ne connaîtrais pas ce... Non, un film récent avec Tom Hanks, j'arriverais pas à trouver. Pareil. C'est un film de qui? Alors, je vais te dire le titre, c'est Finch. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Du tout. Non, absolument pas. Mais pareil. Bon, alors après peut-être que pour ce dernier film effectivement c'était un coup de promo. Pour les autres en revanche je pense que pas du tout, et notamment justement pour celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Cloud Atlas, parce qu'il faut savoir que Tom Hanks, même s'il n'était pas dans les scènes qui se tournaient, il était le premier à dire je prends l'avion et j'arrive, tellement il a adoré passer du temps sur ce tournage et de participer, j'ai envie de dire, à la folie, mais dans le bon sens du terme, des trois réalisateurs. Ben, c'est exactement ce qu'il dit dans l'interview. Il dit je mets ce film à cause de l'ambiance de l'ambiance du tournage du film. Et on parlait tout à l'heure du film le plus cher pour un film indépendant et d'un film difficile à produire, alors que la réalisation du film a été ça a été du caviar, quoi. On va dire qu'il y avait une super bonne ambiance, et désolé, je reviens encore sur ça. Ça fait mal qu'il n'y a pas eu son public lors de la sortie au cinéma. Alors après c'est un peu trop loin, mais est-ce que ce film a bénéficié d'une bonne promo? Parce que bon, c'est quel studio? C'est la Warner qui Ouais, les a. c'est Warner. C'est Warner, et est-ce que dès le début ils se sont dit on croit pas en ce film-là, et du coup on fait pas trop de promotion autour de ce film? Le problème, c'est aussi c'est des premiers temps où un film sortait et qui durait plus de 3 heures. Hein. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, on va dire. Si ça dure pas 2 heures au minimum, c'est pas un film. Là, on a une époque où 3 heures, c'est un vrai choix, quoi. D'accord, très bien. Merci Chris de ne pas avoir répondu à ma question et d'avoir bifurqué sur une autre. Je t'en remercie. Flo, aurais-tu une question pour nous? Quelle a été la deuxième casquette de Tom Tykwer, donc qui est réalisateur aussi du film? Oh, deuxième casquette dans ce film? Ouais, il a eu un autre rôle que réalisateur. Il a joué dans le film? Non, Scénariste. non plus. Non plus. Qu'est-ce qu'il a été, ingé son? Pas loin, il a été compositeur. Oh, Donc, compositeur. Voilà, D'accord. il a coécrit la symphonie Cloud Atlas. C'est vrai que Tom Tykwer est un réalisateur scénariste, mais également compositeur. Merci pour cette info supplémentaire. Chris, est-ce que tu as d'autres questions? Oui, à quel moment vous allez voir le film, là, vous qui nous écoutez, qui ne l'avez pas vu? James, as-tu une autre question? Si, j'ai quand même une petite question que je voulais vous poser. Est-ce que vous savez quel acteur a encensé les Wachowski en disant que c'était vraiment des réalisateurs de génie, peut-être parfois incompris, et que leurs films ne trouvent pas le succès escompté, mais qu'ils devraient avoir les pleins pouvoirs en termes de réalisation? Alors, ce n'est pas Tom Hanks. Non, ce n'est pas Tom Hanks. C'est un acteur ou une actrice? C'est un acteur. Du film Cloud Atlas? Oui, c'est un acteur qui est dans le film, et que j'avoue j'ai eu du mal à reconnaître, parce qu'il joue plusieurs personnages encore une fois, et il fait plutôt des petites apparitions. Un acteur britannique qu'on connaît plutôt dans des genres complètement différents, mais qui revient plus dans ce genre de film dernièrement. On en a parlé il n'y a pas très longtemps dans Et alors avec Chris. Ok, donc c'est un jinx, quoi, le mec. Il porte la poisse. Je dirais pas qu'il porte la poisse parce qu'il a fait d'énormes succès, et c'est un acteur dont la réputation n'est plus à faire, et qui aujourd'hui qui avant tournait sur des films beaucoup plus comédie romantique, et qui aujourd'hui s'axe vers un cinéma beaucoup plus sombre comme ça, et du coup qui pour moi et pour toi aussi Chris, parce qu'on en a parlé il y a pas longtemps, excelle en tout cas dans ces rôles-là. C'est Ben Stiller? Ah non, pas du tout. Non, on en a parlé il y a pas très longtemps sur un film qu'on a vu en fin d'année, qui était une belle j'allais dire apologie, mais c'est pas du tout le mot, une belle allitération justement de la religion. Oh mon Dieu, c'est le premier rôle de Conclave. Ah non, c'est l'autre film dont on a parlé. Non, ce n'est pas dans le premier rôle. Ah, mais oui, c'est Hugh Grant. Mais oui, bien sûr, c'est Hugh Grant qui est dans le film, qui joue le révérend, qui joue, genre, je saurais plus les noms, mais est-ce que vous l'aviez reconnu déjà, Hugh Grant? Ben non, honnêtement non. Ouais, donc Hugh Grant vraiment voilà est dans le film, et du coup a fait une apologie en tout cas des sœurs, hein, enfin des frères à l'époque, mais sœurs aujourd'hui, Wachowski, et du coup se plaint un peu de cet échec commercial qui n'aurait, selon lui, jamais dû avoir lieu. Super, et ben je crois qu'on a fait le tour en tout cas de ce magnifique film Cloud Atlas, qui a largement sa place dans l'instant culte, et que, chers auditeurs et chères auditrices, nous vous recommandons avec le plus grand enthousiasme. Très bien, et ben il va être, chers auditeurs, chères auditrices, le temps de nous quitter, et nous allons pas nous quitter comme ça, puisque nous allons bien sûr nous quitter sur les quelques notes de la symphonie
Cloud Atlas. Mais avant ça, j'aimerais vous dire à toutes et à tous que l'Instant Culte change de créneau. Effectivement, nous passons désormais le dimanche à 18h sur Radioverse et à partir de 19h sur tous les sites de streaming audio. Donc retenez ce rendez-vous, l'Instant Culte passe le dimanche à 18h sur Radioverse. Belle soirée à tous, bonne semaine et à la semaine prochaine. Flo, Chris, je vous dis ciao. Ciao. Ciao, ciao.